Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. La semaine politique a été chargée entre le vote à l'Assemblée nationale sur la révision constitutionnelle, le départ de Laurent Fabius du gouvernement, le remaniement ministériel qui a suivi avec le retour de Jean-Marc Ayrault et des écologistes, et puis l'intervention jeudi soir du président de la République à la télévision. De quoi alimenter le débat que nous allons avoir ce matin avec Cécile Untermaier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de Saône-et-Loire et depuis mercredi, vice-présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Alain Sugneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Beaune, Les Républicains. Stéphanie Maude, bonjour. Bonjour. Porte-parole régionale d'Europe Écologie Les Verts et vous êtes adjointe au maire de Dijon. Enfin, Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, élu du Front National. Alors, commençons par le remaniement annoncé jeudi après-midi. Il est marqué donc par le retour de Jean-Marc Ayrault et aussi par l'entrée de 3 écologistes, dont Emmanuel Cos, qui dirigeait jusqu'alors le parti Europe Écologie Les Verts. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce gouvernement et l'annonce de ce gouvernement n'a pas suscité vraiment beaucoup d'enthousiasme. Je me tourne vers vous, Cécile Untermaier. Vous l'êtes, vous, enthousiaste ? Non, mais moi je suis résolue à ce que ce gouvernement travaille bien et réponde aux interrogations et aux attentes des citoyens. Donc, ce que je souligne quand même et qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est l'entrée de 3 écologistes au sein du gouvernement. Je pense que cette entrée peut aussi changer l'approche des choses et porter quand même cette rénovation politique dans la façon de travailler à laquelle je tiens énormément. Et je saluerai bien sûr la mise en place d'un secrétariat d'État à la biodiversité. Eh bien, on va y revenir, notamment avec vous, bien sûr. D'abord, Alain Sugneau, un mot. J'ai lu votre réaction. Vous, ce remaniement ne donne aucune réponse aux inquiétudes des Français, avez-vous écrit dans votre communiqué. Qu'est-ce qui aurait été une bonne réponse ? Je ne sais pas, en tous les cas, celle-là, sûrement pas. Puisque, concrètement, j'ai vu qu'un de vos confrères éditorialistes avait qualifié François Hollande de Monsieur Bricolage. Je crois que là, on est vraiment au fond de la boîte à outils. Je crois qu'on est dans un concept où on a voulu faire éclater le mouvement écologiste en faisant les divisions nécessaires et en prenant au gouvernement les uns et les autres. Jean-Marc Ayrault revient. Je pensais que le héros était fatigué, mais maintenant il revient. Et je pense que dans 2 ans après, il a eu le temps de se reposer. Ah oui, mais comme il n'a pas pu avoir le perchoir, puisque Barthelone a été battu aux élections régionales, on est à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est pas, à mon avis, ce que attendent les Françaises et les Français. C'est pas ce qu'attendent nos agriculteurs aujourd'hui en colère. C'est pas ce qu'attendent les chômeurs. C'est pas ce qu'attendent les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, c'est pas le meilleur moyen. C'est une cuisine électorale. Tout le monde en est convaincu. Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans ma réaction. Mais c'est pas Top Chef. L'un de mes collègues disait récemment qu'il y avait cauchemar en cuisine. J'ai peur que ce soit un petit peu ça aujourd'hui. Julien Audoul, c'est de la cuisine électorale pour vous ? Je ne sais pas si c'est de la cuisine, mais en tout cas, elle est très mauvaise. Et puis, le malheur, c'est que ce sont les Français qui la goûtent tous les jours. Et pour le moins, elle est saumâtre. Ce remaniement, il est marqué par le néant. Voilà. C'est-à-dire que François Hollande a fait rentrer l'incompétence, a fait rentrer l'arrivisme et a fait rentrer l'échec dans son gouvernement. Qu'est-ce qu'on constate finalement ? Du recyclage d'anciens dinosaures, donc de la politique de gauche, donc Jean-Marc Ayrault, en échec total donc dans le début du quinquennat. Jean-Michel Baillet, donc qui a quand même été ministre en 1988 sous Mitterrand et qui revient donc après avoir perdu son département en 2015. Et qui connaît bien les territoires ruraux, on dit les maires, oui, les maires connaît ruraux. Bien les territoires ruraux. Tout ça, c'est de la cuisine politique uniquement pour faire le vide à gauche, donc pour sa candidature en 2017, mais en rien répondre aux attentes et aux préoccupations des Français. Et de toute façon, on le sait bien, c'est pas une question de personne, c'est pas une question d'homme ou de femme. Le véritable remaniement, ce qui apportera un réel changement, c'est le changement de politique. Et le vrai remaniement, celui qu'attendent les Français, c'est quand Marine Le Pen, en mai 2017, reconduira François Hollande à sa voiture sur le perron de l'Élysée. Là, on aura un réel remaniement et un réel changement pour la France. On verra ça l'année prochaine. Stéphanie Maude, alors. C'est un peu la zizanie après cette annonce, la zizanie au sein de votre parti. Est-ce que vous faites partie de ceux et de celles qui regrettent l'entrée d'Emmanuel Cos dans ce gouvernement ? Pour être tout à fait sincère, c'est vrai que je me suis même demandé ce que je pouvais venir apporter ici ce matin comme parole, du fait effectivement de la situation que traverse actuellement mon parti politique, Europe Écologie Les Verts. Bon, je ne pratique pas la chaise vide, donc je suis bien évidemment présente, mais c'est vraiment, effectivement extrêmement désagréable pour moi, comme ça l'a été pour l'ensemble des porte-paroles de mon mouvement, d'avoir à justifier l'entrée d'une personne qui s'est présentée seule,
qui a été contacté seul, sans aucun contact entre partis politiques, comme ça aurait dû se faire, pour permettre l'entrée des écologistes d'Europe Écologie au gouvernement. Donc ce n'est pas Europe Écologie qui est au gouvernement. Oui, parce qu'on peut préciser qu'on a reçu un communiqué le matin même, comme quoi Europe Écologie Les Verts n'avait pas eu de contact. Nous n'avons pas eu de contact, nous n'avons pas l'impression, voire même par rapport, il n'y a pas d'ailleurs de nouveau programme politique, effectivement, il n'y a pas de bouleversement politique sur la dernière année qui va venir. Donc nous n'avions de toute façon pas les conditions nécessaires pour rentrer de nouveau dans ce gouvernement. Sur les 3 écologistes, il y en a 2 qui sont partis il y a maintenant 1 an du mouvement. Mais qui se revendiquent toujours écologistes. Qui se revendiquent écologistes, mais pas du mouvement d'Europe Écologie Les Verts. Donc, effectivement, il y a des entrées d'individus qui se revendiquent, et quand bien leur face, eh bien, je pense effectivement qu'il y a des vraies compétences, mais nous aurions préféré bien évidemment avoir une véritable discussion programmatique, et de toute façon, les conditions actuellement ne sont pas réunies. Quand on voit ce qui se passe par rapport aux annonces, alors évidemment, on va me dire Notre-Dame-des-Landes. Très bien, mais il n'y avait pas besoin de ça, d'avoir des entrées des écologistes pour que Notre-Dame-des-Landes soit reposée sur la table. Les propositions que faisait Madame Royal nous paraissent bien plus intéressantes qu'un simple référendum. Pour l'instant, on ne connaît pas d'ailleurs les tenants, les aboutissants. Donc nous allons faire des propositions, mais pour l'instant, donc il n'y avait pas besoin de ça. Et de toute façon, je le répète, les conditions actuelles ne permettent pas à l'écologie politique de s'exprimer dans ce gouvernement. Vous pensez avec 3 nouveaux écologistes, malgré tout, dans le gouvernement, ça ne peut pas être un plus pour prendre en compte justement les préoccupations environnementales? Nicolas Hulot a eu la proposition d'un très beau ministère. Il l'a refusé. Que propose-t-on aux 3 écologistes présents? Pas ce ministère. C'était le ministère de l'écologie, de l'énergie, transport. Et Madame Royal. Voilà. Donc là, c'était ce qui était proposé à Nicolas Hulot. On ne propose pas ça aux personnes qui ont souhaité rentrer d'elles-mêmes dans ce gouvernement. Donc non, je pense que malheureusement, et malgré toutes les qualités personnelles des uns et des autres, j'entends bien effectivement sur la biodiversité, il y a une loi sur la biodiversité qu'on attend depuis un certain moment. Si elle aboutit, tant mieux. Moi, je veux dire, je ne suis pas dans la politique du pire. Bien évidemment, si nous arrivons à avancer sur la biodiversité, on a en tout cas actuellement l'épandage de boues rouges dans la Méditerranée qui ont été actés par le Premier ministre contre l'avis de la ministre de l'Environnement. Donc ça, c'est pas un progrès. Donc j'ai les plus grands doutes. Je leur souhaite bon courage, mais je pense que c'est un leurre. C'est purement de la tactique, Alain Sugnon? Écoutez, je ne vois pas comment on peut justifier ça autrement. Je pense que ma collègue socialiste dira le contraire, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans un concept où les Français, il reste quoi, 14 mois 14-15, oui. 14 mois, oui, 15, je suis persuadé qu'à partir de dans 1 an, tout le monde sera en campagne électorale, y compris le président de la République, puisque c'est un secret de polichinelle. Je crois que c'est ce qui est prévu aujourd'hui, c'est ce qui est préparé. C'est pour ça que je parlais de cuisine électorale. Et je me mets à la place aujourd'hui, effectivement, des écologistes. Très honnêtement, c'est une trahison, c'est un éclatement en plein vol. Donc, à un moment déterminé, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Créer un ministère de l'égalité réelle. L'égalité, elle existe ou n'existe pas, mais une égalité réelle, on cherche, entre guillemets, à travers le vocabulaire, aujourd'hui, des sauf-conduits pour essayer d'imaginer des situations... Cela dit, il y a du travail. Hein. Il y a du travail non, mais il y a du travail, mais c'est dommage d'avoir attendu 4 ans pour parler, mais il y a la loi sur l'égalité réelle qui a été mise en place. L'égalité réelle, très honnêtement, ça fait partie du vocabulaire du charabia qu'on nous, effectivement, qu'on nous met en avant depuis 4 ans. Si vous étiez une femme, je pense que vous ne parleriez pas de charabia quand on parle d'égalité réelle. Oui, mais enfin, quand on dit également que la ministre, aujourd'hui, des femmes et aussi la ministre des Enfants... Oui, ça, je vous rejoins. Je pense que c'est une appellation malheureuse. Je pense que la qualification en elle-même, c'est juste mais la femme est là pour être dans la cuisine ou dans la salle à manger. Donc c'est quand même pas. Erika Barrett, qui est une femme très bien et qui va porter très fort l'égalité réelle. Non, je ne parle pas de la qualité des candidates ou des femmes qui ont été aujourd'hui effectivement l'affichage, c'est une chose, la qualité des gens, c'est autre chose. On a pris effectivement notamment des nouveaux secrétaires d'État, de nouveaux ministres qui n'ont aucune expérience. Je crois que dans la période actuelle, la véritable solution, c'est quand même d'apporter des femmes et des hommes expérients. Je ne critique pas Monsieur Bellet, puisqu'on sait qu'il en rêvait aussi. Mais c'est vrai que de voir Barbara Pompili qui rêvait de ça, un sang placé qui rêvait de ça. On a beaucoup raillé Jean-Vincent Placé. Qui était d'ailleurs placé gagnant. Dans le tiercé, on était certain que lui serait élu. Attendez, on va laisser finir, puis je vous donne la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, très honnêtement, je crois que le vrai problème, c'est pas celui-là, vous le savez bien. C'est que les Françaises et les Français, je parlais des agriculteurs tout à l'heure, sont vraiment au bord de la crise de nerfs. Ils ont même quelquefois dépassé cela. Ils attendaient autre chose. Et je crains, je le dis comme je le pense, que si François Hollande pensait que grâce à ça, il pourrait reverdir, entre guillemets, son propos, se donner l'image de quelqu'un qui pouvait apporter une solution au problème des Français, aujourd'hui, je crois que c'est
véritablement le désenchantement total. Et je crains en tous les cas que cette année soit une année difficile. Cécile Nothomb-Meyer, on peut au moins s'entendre sur le fait de dire qu'il a cherché à élargir sa base électorale, ce qui peut d'ailleurs paraître normal. Il a élargi sa base électorale et puis je pense que le problème, si vous voulez du remaniement ministériel, à vous entendre, on est chacun dans des postures et je trouve que c'est un peu ridicule. C'est pas ce qu'attendent de nous les Français. Et franchement, le remaniement ministériel, à mon avis, c'est derrière eux déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'on travaille sur le terrain, absolument. Et moi, ce que je fais, je me préoccupe pas du remaniement ministériel. Ce que je fais en tant que député, eh bien, je m'occupe par exemple de la fermeture des classes. Est-ce que ça représente pour des territoires ruraux quand on ferme une école? Alors moi je pense que le remaniement ministériel c'est bien, on a fait nos commentaires d'usage, mais allons dans le concret et répondons d'abord avec un gouvernement qui doit travailler différemment, en relation étroite avec notamment les parlementaires. Allons vers le terrain et vers les préoccupations des gens. Mais le remaniement ministériel avec ses discours attendus sur la personne qui ne devait pas rentrer, sur celle... Voilà, les gens n'en veulent plus de ça. Et je constate qu'effectivement, vous êtes vraiment dans une communication politicienne que n'attendent plus du tout c'est la petite les la Français. charité, quand même. Qui a proposé qui a provoqué ce remaniement? C'est pas effectivement il y a le départ de Laurent Fabius. Il y a le départ de Laurent Fabius, c'est un remaniement à minima qui ne déconsidère pas les ministres qui sont là depuis 2012 sur des postes importants. Et je crois qu'il faut cesser enfin de travailler de cette façon-là et au contraire faire, parce qu'on a une population qui est inquiète actuellement. Alors, n'ajoutons pas de l'inquiétude, et c'est de la responsabilité des politiques que de garder vers eux des problèmes internes et au contraire de porter vers les citoyens français que le chef de l'État montre l'exemple. Pour porter vers les citoyens français une vraie politique et la politique qu'ils attendent en matière d'accès aux soins, en matière d'égalité d'accès aux études, en matière d'égalité d'accès à l'enseignement, avec le problème notamment des fermetures de classes qui nous préoccupent actuellement. Qu'est-ce que c'est que ce référendum pour Notre-Dame-des-Landes qui vient décrédibiliser, vous êtes bien placé pour le savoir, ce que la justice peut faire aujourd'hui? Quand Monsieur le Président de la République disait encore récemment, il a pris l'engagement clairement de dire, quand les recours seront terminés, effectivement, on rentrera dans le vif du sujet. Les recours ne sont pas terminés, on change la donne, on fait un référendum qui n'a d'ailleurs aucune raison d'aboutir, parce qu'on ne connaît pas son périmètre. On sait très bien que ce n'est pas une solution juridique qui serait applicable, qui permettrait de... Ce serait la loi atlantique, a priori. Elle est difficile à trouver, c'est vrai. Oui, mais c'était la certainement pas la bonne solution solution. juridique est difficile à trouver. Le principe du référendum, moi, je la trouve intéressante. Vous soulevez très justement la question de la justice qui est passée devant. C'est vrai que ce référendum, à mon sens, il aurait dû être fait avant. Bien sûr. Voilà. Comme la grâce présidentielle, je crois que ce n'est pas le meilleur moyen de donner, entre guillemets, de la justice, une notion qui soit tout à fait cohérente pour les Françaises et les Français. Allez, parlons du référendum. Madame Mode. Alors, si je peux... Après, Julien Audoul. Sur ce référendum, effectivement, il y avait déjà aussi effectivement le respect de ce qui est actuellement en justice. C'est-à-dire qu'il y a des recours qui ne sont pas terminés, qui sont extrêmement importants, qui sont sur l'eau notamment. Voilà. Donc, si ces recours venaient à aboutir, il n'y aura pas besoin de référendum parce que le projet sera totalement abandonné. Donc déjà, allons jusqu'au bout de ces recours. S'il y a un référendum, effectivement, un référendum, que certains ont réclamé à une époque. Eh oui. Oui, mais là, effectivement, on en est au bout du bout. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu des combats assez violents qui ont opposé. Donc là, on se retrouve à quoi? Effectivement, s'il devait y avoir un référendum, il faut effectivement les deux régions concernées, Bretagne, Pays de la Loire, ce soit le bon périmètre. Pour l'instant, c'est des propositions que font mes collègues des Pays de la Loire et de Bretagne. Il faut, par contre, aussi qu'il y ait un vrai débat public. Si ce Notre-Dame-des-Landes s'est enlisé depuis des années, c'est que nous n'avons pas de vrai débat public sur la question, de façon objective, de façon rationnelle, qui ne mettent pas les uns en face les autres des acteurs qui sont trop engagés. Ce débat public, s'il n'a pas lieu, le référendum ne servira à rien. Nous aurons des confrontations directes. Il y aura forcément un débat. Non, ça peut être quoi? Ça peut être, êtes-vous pour ou contre Notre-Dame-des-Landes? Êtes-vous pour ou contre l'occupation? Êtes-vous pour ou contre, alors on va nous ressortir la question de l'emploi, etc., du désenclavement. En face, qu'est-ce qu'on va mettre? On a plein de choses, nous, à mettre. On dit, il y a déjà un aéroport existant. Il y a déjà de quoi développer, de mutualiser l'existant. Il y a déjà de préserver des terres agricoles de très bonne qualité. Il faut qu'il y ait un vrai débat public pour que tout le monde le comprenne. Oui. Et pour l'instant, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Sur ce référendum, le Front National prône souvent la mise en place de référendums. Oui, tout à fait. Nous sommes favorables aux consultations, je dirais, locales, bien sûr. Nous sommes favorables à ce référendum. Je veux dire, ce n'est pas du tout au niveau des enjeux actuels. C'est-à-dire que c'est une petite manœuvre cosmétique qui ne va rien apporter.
si François Hollande veut vraiment faire des référendums, qu'il les fasse au niveau national, mais sur des sujets majeurs, c'est-à-dire sur la politique migratoire. Est-ce que les Français peuvent se prononcer sur le fait qu'il y a encore un afflux de migrants considérable dans notre pays? Très peu par rapport à d'autres pays. Hein. Non, mais attendez. Révisez vos chiffres. Oui, non, mais je ne révise pas vos chiffres. Dans Lyon, vous avez de nombreux villages, de petites communes qui reçoivent des migrants tous les jours. Ah bon? Les Français ne le supportent plus. D'ailleurs, à attendez, Saint-Bréville-Vineux, moi, j'ai pas 4 un élus du migrant dans ma conseil municipal circonscription. ont démissionné parce qu'ils n'ont pas été informés. J'ai Donc, pas un migrant c'est des- dans ma circonscription. On a des Eh bien, vous logements avez et de on la a chance. personne. Et Ah, vous faites référence à Saint-Bréville-Vineux? Tout à fait. Saint-Bréville-Vineux, où il y a eu une cinquantaine de migrants qui sont arrivés fin décembre. Il y en a Exactement. déjà 16 qui sont repartis. Oui, d'ailleurs. Effectivement, mais à part Enfin, ils cette sont commune. partis ailleurs. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'autres communes. Il y en a à Pouilly-en-Auxois. Il y en a à Pouilly-en-Auxois. Vous en avez à Vallon, vous en avez à Joigny, vous en avez à C'est pas le Auxerre, débat, c'est pas la vous en avez à Vézelay. Enfin, Mais c'est très peu par rapport à d'autres pays. non, mais c'est très peu peut-être par rapport à d'autres pays, mais Faites c'est pas peur inadmissible. avec les migrants, là. Pardon, Ne excusez-moi. faites pas peur avec les migrants et avec des chiffres qui sont faux. Je crois qu'on a, Mais- nous, une mais responsabilité attendez, madame. politique à dire la réalité des faits. Il n'y a pas de migration Mais c'est- importante. c'est Il faut vous- éviter aussi probablement que ce soit tout et n'importe quoi. Oui. On ne va pas revenir sur ce débat-là, je pense que ce n'est pas le sujet Non. d'aujourd'hui. Non. Il n'empêche, faisons très attention quand même, y compris si on veut éviter certains votes, même si Bien nos sûr. voisins les appellent de ses voeux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, gardons la tête froide et évitons le n'importe quoi qu'on constate, que l'Allemagne d'ailleurs a elle-même un petit peu, à travers la position de la Merkel, engagée. Et aujourd'hui, la vraie solution, on la connaît depuis toujours, c'est de trouver comme des solutions à la base. Et bien au niveau évidemment, de on l'Europe, revient au niveau aux de Schengen. discussions sur la Syrie et ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Russie. Le drame, c'est qu'aujourd'hui encore, notre diplomatie a encore échoué, puisqu'effectivement, c'est à ce niveau-là que les débats se font. On a trop attendu à ce niveau-là, et aujourd'hui, l'émigration, on en est en grande partie responsable. Et le débat risque d'être compliqué puisque M. Medvedev a redit ce matin Je sais. à Munich Je sais. qu'on était de retour dans la guerre froide. Oui. Si je peux juste terminer sur Oui, le... terminez. Alors sur le référendum, oui, je vous disais, un grand référendum sur la politique migratoire, un référendum aussi sur le traité transatlantique qui va totalement sacrifier notamment nos agriculteurs. Et je vais revenir... Il n'est donc, pas encore totalement conclu. Hein, c'est Oui, d'accord. oui, enfin, vous savez très bien, les conséquences vont être dramatiques et nos agriculteurs le savent. Je vais revenir sur les propos de Madame la députée qui parlait d'une population inquiète. Enfin, c'est un euphémisme quand même quand vous voyez l'état de la France actuellement, avec 7 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. On a quand même 350 000 pauvres en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas une population inquiète, c'est une population qui n'en peut plus. Des Français qui souffrent tous les jours. Donc les petites politiques d'appareil, les petites tactiques pour s'assurer, je dirais, le soutien de la gauche unie pour 2017, c'est vraiment pas au niveau et des difficultés qu'encontrent nos compatriotes. Allez, on passe à autre chose, du coup. À la déchéance de nationalité, le vote a eu lieu mercredi à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Cécile Untermeyer, vous avez voté contre. En Bourgogne, d'ailleurs, on peut préciser que seule la députée de la Nièvre, Martine Carillon-Couvreur, et puis le député de Lyon, Jean-Yves Collet, ont voté pour. Alors, pourquoi cette opposition des députés de la gauche? Attendez, moi, j'ai voté contre l'article 2. Oui, alors on parle de l'article 2, hein, sur la déchéance de Il est clair nationalité. que sur le projet de révision On y constitutionnelle, reviendra après. sur l'article 1, je considère que nous devons, parce qu'il y a un débat là aussi là-dessus, je considère que nous devons constitutionnaliser l'état d'exception que représente l'état d'urgence. En revanche, sur l'article 2, j'ai voté contre, après avoir beaucoup travaillé au sein de la commission des lois à améliorer le texte premier qui visait d'une façon exclusive les binationaux. Alors moi, j'ai deux arguments pour dire que je ne veux pas de l'article 2. C'est que, en tant que constituant, puisque nous sommes députés constituants, je considère que la Constitution indique à son article 34 que les règles relatives à la nationalité sont du domaine de la loi, et je renvoie à la loi cette question d'une déchéance, le cas échéant de nationalité ou des attributs de la nationalité. Mais je considère que dans la Constitution, il n'y a pas de place pour la mention de la déchéance de nationalité qui est elle-même, avec la perte de nationalité, comprise dans cette notion de l'article 34 qui dit que la loi gère la question de la nationalité. Donc, c'est déjà une question de principe importante parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Et je ne souhaite pas
dans ce pacte social que constitue la Constitution, eh bien, que nous introduisions une notion qui est relative en fait à un dispositif pénal et qui trouvera toute sa place dans une discussion beaucoup moins crispée, beaucoup plus utile au sein d'une loi, avec le temps nécessaire pour les députés à travailler sur cette question tout à fait fondamentale. Alors, Alain Suguenot, vous n'avez pas pris part au vote. Hein. Si, je me suis abstenu. Non, vous êtes abstenu sur la révision constitutionnelle, Voilà, mais pas le mercredi sur l'article 2. Alors il y a une erreur sur le site de l'Assemblée nationale. Non, j'ai pas pris part au vote le lundi soir et j'ai voté le mercredi par une abstention. J'avais d'ailleurs une abstention sur l'ensemble du texte. Sur l'ensemble du texte, mais bien évidemment, c'est bien sûr l'article 2, puisque quand on nous soumet en vote solennel, il y a bien sûr les deux articles. Donc c'est très difficile de voter pour l'un et pas pour l'autre. Donc concrètement, il y en a certains qui ont fait ça. Oui, mais je vois pas comment on peut sur le plan juridique. On peut citer Laurent Grandguillaume, notamment, il a voté contre l'article 2, mais... Mais c'est bon, il y a un vote, je veux dire, on ne vote pas sur un article, sinon effectivement, il faudrait revenir complètement au débat sur la loi. Je dis, j'assume complètement cette abstention. D'habitude, une abstention, c'est pas très courageux, et là, je l'assume parce que je ne pense pas qu'on pouvait voter contre. Cette fois-ci, par rapport au symbole que peut représenter effectivement la nécessité aujourd'hui de sanctionner ceux qui viennent aujourd'hui massacrer des femmes, des enfants d'une manière complètement aveugle. On ne peut pas voter pour non plus, je suis complètement d'accord avec ma collègue, simplement parce que sur le plan strictement juridique, on n'a pas besoin d'une réforme constitutionnelle, et j'espère simplement que le Sénat le dira. Vous savez qu'on va encore avoir beaucoup de temps à perdre sur ce dossier-là. Je pense que là aussi, les Françaises et les Français avaient autre chose à attendre que 3 mois de débat stérile sur un dossier qui, par essence, ne demande pas cette montagne. Je crois que c'est vraiment la souris. Et aujourd'hui, qu'on perde encore des mois, qu'on sache si on va à Versailles ou pas, on a également des économies sûrement à faire, y compris dans nos assemblées. Et je pense que les Françaises et les Français n'en peuvent mais. Ils en ont assez de ces débats-là. Donc c'est un débat juridique, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on ne pouvait pas voter contre, on ne pouvait pas voter pour. C'est pour ça que je me suis abstenu. J'espère simplement que la situation sera clarifiée. Je dis simplement que si on doit aller à Versailles, bien évidemment, je voterai contre. Sur le principe lui-même, cette fois-ci, parce que la procédure ne nécessiterait véritablement pas qu'on perde encore autant de temps. J'espère qu'on n'ira pas à Versailles. J'espère que le président de la République, qui a d'une manière un peu malencontreuse évoqué cela et qui se retrouve un peu en face de sa parole donnée cette fois-ci également devant le Congrès, s'apercevra qu'on a peut-être d'autres chats à fouetter en ce moment et que les Françaises et les Français qui vont mal ne voudraient pas qu'on continue à se bagarrer, y compris dans ma famille politique. Il y a des clivages dans tous les... Oui, mais je ne voulais pas non plus être otage d'un vote contre à l'intérieur de ma famille ou d'un vote pour. C'est aussi la liberté d'un député républicain. D'ailleurs, il y a vraiment des clivages dans tous les partis, y compris chez les écologistes. Il y en a 4 quand même qui ont voté pour, 5, enfin les autres ont voté contre, mais c'est une question qui divise. Nous sommes quand même très majoritairement contre, et je pense que si nous pouvons voter contre ce projet de loi, parce qu'effectivement, vous l'avez déjà évoqué les uns les autres, nous avons déjà les outils institutionnels pour pouvoir travailler sur la déchéance de la nationalité. Le souci principal de cette façon dont a été amené le dossier, c'est quand même la déchéance des binationaux et finalement il n'y a plus d'égalité. On est national. C'est plus dans le texte. C'est plus dans le texte, mais je sais que la droite souhaite que ça revienne. Donc si ça revient, on va repartir. Ça va repartir sur un souci. Donc ce débat-là, il n'est pas clos. Effectivement, il y a eu un amendement qui a été posé, mais qui ne va pas tenir. Donc effectivement, moi je serais pour qu'on passe maintenant à des choses. On a déjà les outils institutionnels pour travailler sur le sujet. Ce qu'attendent les Français, effectivement, c'est qu'il y ait une véritable lutte contre cette radicalisation, contre ce terrorisme. Donc faisons en sorte que les polices déjà travaillent entre elles correctement, sérieusement. Alors voilà, qu'ils se donnent les bons renseignements, qu'on arrête cette guerre de police qui est complètement absurde, qui a priori nous a fait perdre du temps. Donc là, nous sommes tout à fait conscients de l'urgence, mais nous avons déjà tous les outils. Retravaillons sur la politique de la ville, retravaillons sur ce que les Français vraiment attendent en termes est-ce qu'on va arriver enfin à réduire ce chômage massif. Quand je disais tout à l'heure que nous n'avons pas raison de rentrer dans nous avons raison de ne pas rentrer dans ce gouvernement, parce que tout n'est pas mis en place contre ce chômage massif. Il y a des mois, des années que nous disons la transition énergétique est un des moyens pour pouvoir à la fois réduire notre facture énergétique, donc être moins dépendant de l'étranger, faire travailler des personnes qualifiées. On parle de plan de formation. Qualifions les personnes. Relançons cette économie qui est bénéfique pour tout le monde. Et pour l'instant, dans le projet de loi, dans le budget, 2016, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse enfin lancer ce grand plan massif. Julien Doux, je reviens sur la révision constitutionnelle. Alors, les 2 députés Front National ont voté contre. Tout à fait. Pourquoi ? Vous avez vous expliquer un peu la position de votre parti ? Je vais vous dire pourquoi. Déjà, moi, ce qui m'attriste dans ce débat, c'est que les barbares de l'État islamique doivent rire quand ils regardent un peu la faiblesse de l'État français
et 4 mois de tapage et d'impuissance sur ce débat. Voilà, c'est-à-dire qu'au sortir du 13 novembre, qui nous a tous frappés et touchés, le président François Hollande avait, je dirais, essayé de rassembler la nation avec un discours fort et consensuel. Malheureusement, il en est sorti le néant. Voilà. Et 4 mois après, nous sommes toujours sur ce débat pour une mesurette qui est totalement vidée de son sens. Donc, comme l'ont dit mes collègues députés, et comme l'ont fait savoir aussi nos députés patriotes à l'Assemblée nationale, oui, comme la nationalité appartient au domaine de la loi, bien sûr, une simple réforme législative aurait suffi pour adapter la déchéance de la nationalité à cette nouvelle forme de terrorisme perpétrée par l'État islamique. Et sur l'état d'urgence, vous êtes d'accord pour que ça rentre dans la Constitution A priori, on nous dit que c'est pour pouvoir encadrer cette mesure qui n'est pas suffisante. Sur l'état d'urgence, quand on entend Manuel Valls, on va continuer l'état d'urgence jusqu'à la fin de la guerre contre le terrorisme islamiste. C'est-à-dire qu'on va continuer encore 20 ans avec l'état d'urgence. Voilà, c'est ce qui me frappe, c'est l'impuissance caractérisée de ce gouvernement. Voilà, alors qu'il y a des réformes et des mesures qui sont simples. C'est retrouver nos frontières nationales, c'est fermer les mosquées salafistes, c'est lutter véritablement contre le communautarisme islamisme. Tout ça, c'est des décisions fortes, mais que le gouvernement ne prend pas. Il y en a eu quelques-unes de fermetures. Il y aura d'autres attentats d'ampleur en Europe, c'est une certitude, c'est ce qu'a déclaré ce matin Manuel Valls à Munich. Est-ce qu'il faut vraiment mettre un état d'urgence, comme disait Julien Audoul, à demeure finalement? Non, mais je crois qu'il y a des confusions qui sont faites. C'est normal parce que c'est quand même compliqué. L'article 1 ne vise qu'à constitutionnaliser un régime d'exception. Vous avez dans la Constitution l'article 16, les pleins pouvoirs, vous avez l'article 36 sur l'état de siège, et vous avez désormais, c'est ce que moi je souhaite avec beaucoup de mes collègues, que l'article 1 permette l'inscription dans la Constitution d'un dispositif adapté à la situation que nous rencontrons maintenant et qui va quand même durer un certain temps et qui s'appelle l'état d'urgence, qui est un régime dérogatoire au droit commun, qui implique des dispositifs de police qui sont extra droit commun et qui méritent d'être encadrés, de sorte que lorsque la loi ensuite advient, eh bien, elle est prise dans les garanties apportées par cet article 1. Et je précise une chose, c'est que par voie d'amendement, nous avons ajouté le contrôle parlementaire. Alors on va me dire, le contrôle parlementaire, c'est de droit. Il existe déjà. Mais là, c'est complètement différent. On a mis en place un dispositif et il va falloir y travailler de façon étroite, qui est une commission, en fait, de surveillance, une commission d'enquête. La commission des lois devient une commission d'enquête avec un travail de contrôle des administrations qui se prononce sous serment. Donc on est dans un dispositif qui nous permet d'avoir une analyse, un suivi en aval, en amont et ensuite. Donc ça, c'est la première des choses. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un projet de loi constitutionnel qui soit... Très honnêtement, on aurait pu s'en passer aussi. Qui soit à l'article 1. Non, parce que moi, je suis pas d'accord avec vous. Je considère que lorsqu'on est hors du droit commun, lorsqu'on est dans des dispositions où les libertés individuelles peuvent être mises en question, eh bien, il faut identifier comme... 30 secondes, Alain Séméno. Ce jour-là, la Constitution s'appliquera même plus. Donc, c'est pas une vraie garantie. On sait très bien. Si effectivement en on était dans tout cas, nous devons donner ce message que l'état d'urgence est un dispositif dérogatoire qui est exceptionnel. Mais écoutez, les Françaises et les Français aujourd'hui, très honnêtement, ils ne comprennent rien à ce débat qui donne un pouvoir à la police administrative beaucoup plus important que le pouvoir judiciaire. Donc, il faut absolument qu'on l'identifie dans la Constitution. Ça, c'est mon point de vue à la fois juridique et politique. S'agissant de la prorogation de l'état d'urgence. Le Parlement l'a bien prorogé. Mais là, c'est différent. La prorogation de l'état d'urgence, oui, bien sûr, il faut le proroger. Allez, je vous interromps. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on va faire une pause pour voir l'actualité à la mi-journée en Bourgogne. On va jeter un coup d'œil donc avec le flash régional qui est présenté ce midi par Arnaud Lefebvre. On se retrouve juste après.